Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Clic Dakar. Votre émission Entretien avec reçoit comme invité l'ancien parlementaire très connu pour son engagement. Il était à cheval entre le Sénégal et donc le reste du continent africain. Notre invité du jour s'appelle Abdoulaye Ndiaye. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Honorable, c'est un immense plaisir pour nous de vous recevoir, n'est-ce pas, sur ce plateau. Et merci encore une fois de nous avoir accordé cet entretien. C'est partagé. Et à chaque fois que de besoin, je profite de ces occasions-là pour échanger avec votre corporation. Tout à fait. Également ici, tenir informé ou bien éclairer la lanterne aux besoins à vos internautes. Et aussi, pourquoi pas également donner des points de vue, des points de vue personnels, bien entendu. Tout à fait. Pour certainement renforcer quand même la dynamique d'échange, de réflexion qui est en cours dans ce pays-là. Tout à fait. Alors, vous êtes, je le disais donc, ancien parlementaire. Je pense que vous faisiez partie de la 12e législature. Oui. Les questions africaines aussi vous préoccupent, puisque vous étiez membre du Parlement de la CEDEAO. C'est bien ça, du Parlement africain? Africain. Oui, tout à fait. D'accord. On va y revenir, honorable. Okay. Alors, donc, l'actualité phare. Hier, vous avez donc été à la une des journaux, notamment le journal LAS, et ce cri de cœur que vous avez à lancer, effectivement, et en parlant un peu de la léthargie, n'est-ce pas, au sein de la paix. Honorable, de quoi il s'agit exactement? Oui, je crois que c'est un militant convaincu qui, après mûre réflexion, a pensé partager son point de vue avec les Sénégalais. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et je crois que c'est dans cette perspective-là que nous avons produit un document qui a été partagé et aujourd'hui qui fait l'objet de débats au sein du parti et également au sein des Sénégalais. On va entrer, n'est-ce pas, déplier le pli, comme le disait l'autre, n'est-ce pas, casser l'os, n'est-ce pas, pour en extraire la substance moelle. Honorable, autrement dit, qu'est-ce qui est à l'origine de ce cri de cœur? Oui, on dit souvent que tout est fait à une cause. Aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même d'être là aux côtés de M. le Président du parti, son Excellence M. Macky Sall, depuis quand même les premières heures. D'accord. De la création de ce parti. D'accord. Et donc, j'ai eu également à installer au niveau local le parti et à l'organiser. Et par la suite également, j'ai été député. D'accord. Et donc, il y a un vécu. Aujourd'hui, quand je vois mon parti être quand même traversé par des situations que je déplore, je crois qu'il est de mon devoir, en tant que militant, de donner un point de vue et de faire une alerte. D'accord. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, et comme je l'ai dit dans le document, dans la note, c'est que quand même au niveau, au niveau des composantes du parti, quand même il y a des insuffisances, il y a des manquements. Ah ouais? Et qu'il faudrait quand même éradiquer le plus rapidement possible si on veut aller de l'avant. D'accord. D'abord, c'est au niveau comportemental. Oui. Ah ouais. Ensuite, au niveau des mécanismes que nous mettons en place. Et également des situations qui se présentent et qui n'ont pas été prévues. Au niveau comportemental, tous les militants et responsables savent qu'effectivement, ce que les Ivoiriens appellent les en haut des en haut, quand même ont des comportements qui ne se justifient pas. Parce que il faut faire la part des choses. Ici au Sénégal, on est ministre et on est militant d'un parti. On est DG, on est militant d'un parti. Mais quand vous êtes dans la mission gouvernementale, il y a tout un comportement. Il y a une manière de pratiquer. Mais quand vous êtes dans le parti, vous devenez un frère, vous devenez un camarade. Et je crois que la caractéristique doit être la solidarité, doit être le partage. Et maintenant, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ces éléments essentiels du dispositif sont mis entre parenthèses au profit au détriment d'abord des militants, mais également au profit
je ne sais pas, mais d'une certaine bourgeoisie, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Et cela a effectivement eu un impact négatif dans les résultats, un impact négatif également dans le management même au niveau de la base. Et ça, je crois qu'il faudrait quand même que des mesures très fortes soient prises pour quand même que ces choses-là ne se reproduisent plus dans ce parti. Ces comportements que vous dénoncez, de quel genre? Et puis, quels en sont les auteurs excellents, donc honorables? D'abord, le premier niveau, c'est l'entourage du président de la République. Parce que moi, je considère, quand vous avez l'honneur, vous avez la chance d'être choisi parmi les collaborateurs du président, c'est une mission importante. Et vous devez créer toutes les conditions possibles pour quand même que la satisfaction soit de mise. Mais vous n'avez pas le droit quand même d'outrepasser les directives. Vous n'avez pas le droit également comment dirais-je, de se comporter d'une manière qui n'honore pas le président, mais également qui met le président dans une situation assez difficile, comme ce que nous sommes en train de voir. Mais la désinformation est au centre du dispositif de ces gens-là. Aujourd'hui, il y a des gens, on dirait qu'ils travaillent à contre-courant. Hein? Ils ne veulent pas, on dirait qu'ils ne veulent pas même la réussite du président, parce qu'il y a des actions qui se font, il y a comment dirais-je, il y a des comportements qui sont notés et qui ne devaient pas être. Est-ce que vous avez ciblé ces individus, ces personnes? Est-ce que vous pouvez nous citer de noms? Non, aujourd'hui, ce n'est pas les noms qui nous intéressent, mais ce qui est important, c'est la manière. C'est la manière, c'est la façon dont ces gens-là travaillent aux côtés du président de la République. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, faites le tour de l'ensemble des responsables, à la base, des militants, même des Sénégalais, ils vous diront que le président, il fait énormément de choses. Qu'avez-vous fait justement pour interpeller le président de la République, qui est quand même le président donc de tous les Sénégalais, mais aussi président d'un parti qu'il a justement... C'est un des manquements. Oui. D'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, on devait avoir un canal pour quand même, devant ces situations-là, alerter le président rapidement. Maintenant, peut-être notre seule chance, c'est la presse. Est-ce que l'accès au président vous est facile? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça fait partie des manquements. Oui, tout à fait. Parce que je crois que si le directoire continue à exister, on aurait l'occasion de voir le président souvent pour lui parler, pour le renseigner sur les situations qui sont présentes au niveau de la base. Mais malheureusement, depuis quelques années, ce directoire n'est plus. Ensuite, aussi, la Chambre des élus qui a été mise en place ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, il y avait énormément de mécanismes qui étaient retenus et qui pouvaient quand même pallier à ces insuffisances-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui. Alors, honorable, trop de frustration, vous n'êtes pas le seul à le dire. On parle de l'entourage du président de la République, votre président de parti, le président Macky Sall. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu la faute responsable, n'est-ce pas, de ce parti qu'est l'APR, puisqu'on parle, n'est-ce pas, il est vrai qu'on parle d'idéologie, de conviction, mais je veux dire aujourd'hui l'éthique au sein des formations politiques. Est-ce que ce n'est pas cela qui manque un peu à la formation de l'APR? Oui, je voulais aussi préciser une chose. Oui. Ce n'est pas simplement l'entourage du président. La responsabilité, elle est globale. D'accord. Elle est globale, c'est à tous les paliers, à tous les niveaux, que cela, quand même, ce sont tous les niveaux qui sont concernés. D'accord. Effectivement, pour revenir à votre question, vous savez, il y a une loi qui fixe la vie associative au Sénégal. Et généralement, si vous regardez les textes qui régissent l'ensemble des partis politiques, des autres associations, en ce qui nous concerne au niveau des partis politiques, généralement, il y a 3 objectifs importants. Le premier, c'est la conquête du pouvoir. Le second, c'est la formation civique et citoyenne. Et le troisième niveau, c'est d'apporter une expertise à la base.
Hein, donc, mais à regarder de plus près, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul objectif qui intéresse ces partis politiques. C'est la conquête du pouvoir. Mais regardez quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour y arriver. On voit du n'importe quoi maintenant dans ce pays. Et tout ça, c'est la faute. Parce que c'est la faute, par exemple, des organes exécutifs. Parce qu'on ne peut pas être dans un parti, on ne forme pas ses militants, on ne forme pas ses responsables. Il y a beaucoup aujourd'hui, même dans notre parti et dans les autres partis, il est difficile de voir un responsable, un militant, vous dire quels sont les objectifs que vise son parti, quels sont les principaux éléments qui constituent le règlement intérieur du parti, ils ne le connaissent même pas. D'accord. Alors, et ça, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Alors, ce manquement dont vous parlez et ce qui vous a poussé à lancer souvent ce cri de cœur, honorable, aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'expliquer par le fait qu'elle est à l'origine un peu de mauvais résultats obtenus lors des précédentes échéances électorales telles que les locales et les législatives? Mais bien sûr, parce que dans un dispositif tel, s'il y a un problème d'immunité qui se pose, c'est que ceux-là qui sont dans les stations de décision, de pouvoir, disons, ne comprennent pas la mission. Tout à fait. Ça, c'est un handicap. Si au niveau de la base, les gens confondent militantisme et sinécure, ça pose problème. Tout à fait. Alors, donc c'est un réel problème. Maintenant, tous ces éléments combinés ont impacté effectivement sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre avec tout ce que le président a fait comme bilan. Et on arrive aujourd'hui à cette situation-là. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et d'ailleurs, nous nous acheminons vers les élections présidentielles. Si le président Macky Sall donc, présente sa candidature, alors ou tout un autre candidat de la paire, en tout cas, nous sommes à un an des élections présidentielles. Et là aussi, il va falloir justement pour vous de cerner cette affaire. Maintenant, la balle est dans son camp. C'est à lui de nous dire concrètement ce qu'il veut. Et maintenant, si on connaît, comment dirais-je, quand même ces objectifs, maintenant, on peut ensemble réfléchir par rapport à un canevas, par rapport à une démarche qui puisse nous permettre d'arriver à dessein. Maintenant, attendons de voir. Ce qu'on dit, donnons le temps au temps, et peut-être on verra ce qui va advenir. Mais pour le moment, ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'il faudrait nécessairement aller vers des ruptures très profondes. Tout à fait. À défaut, on risque quand même de sombrer. Ce sera très regrettable. Absolument. Alors donc, du coup, honorable, les Sénégalais ont choisi leur représentant à l'Assemblée nationale, qui va être mis en place normalement le 12 septembre. Alors, comment voyez-vous justement donc, cette 14e législature, vous qui connaissez bien justement donc, le Parlement, le rôle du député fondamental, qu'est-ce que les Sénégalais doivent-ils s'attendre à cette 14e législature, si on peut le dire ainsi? Oui, je crois que les Sénégalais ne comprennent pas jusqu'à présent les mécanismes qui comment dirais-je, le mot m'échappe, les mécanismes de fonctionnement, de fonctionnement de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on entend toutes sortes de débats, les gens interviennent comme ils veulent, mais je crois que ce qu'ils sont en train de dire et la réalité de terrain, il y a vraiment un fossé. Et nous allons certainement vers des surprises à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que jusqu'à présent, nous ne connaissons pas ce qui sont députés. Qui sont élus. Élus au niveau de l'opposition, même au niveau de nos pouvoirs, on ne les connaît pas. Et aujourd'hui, on devait faire, ça c'était au moins un travail élémentaire qui devait se faire, que les gens nous présentent les élus et qu'on les écoute ou bien qu'on les entende. Parce que quand on choisit quelqu'un, c'est justement parce qu'on a confiance et on le connaît. Ça, c'est un défaut des Sénégalais. Le deuxième niveau, c'est que cette 14e législature, la première année, va coïncider avec les préparatifs de la présidentielle de 2024. C'est clair.
Et déjà, il y a des candidatures qui sont annoncées. Et parmi ces candidatures, il y a 2 qui sont sous réserve. Celle de Karim Wade et de Khalifa Sall. Parce qu'il faut une loi d'amnistie pour quand même leur permettre de se présenter. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale? C'est ça. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, je crois que nous allons vers au moins 3 à 4 groupes parlementaires. Il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ça. Le groupe majoritaire, Benno Bokk Yakaar, le groupe de Wallu, le groupe de Yewwi. Et je dis que demain, si dans le groupe de Yewwi, nous voyons un autre groupe qui se crée et qui sera articulé autour de la piste Taxawu Ndakaaru et PUR, il faudrait que les gens ne soient pas étonnés. Ah oui, il y a ces calculs, ces combinaisons qui pourraient se dessiner à l'Assemblée nationale. Parce qu'en vérité, parce que d'abord, il y a la question du président du groupe qui va se poser au niveau de Yewwi. Ensuite, Khalifa Sall, comme il dit vouloir se présenter, nécessairement, il faudrait qu'il ait un groupe qui le soutienne. Qui le soutienne, c'est clair. Ça c'est le minimum. Oui. Alors, et dans ce groupe de Yewwi, on voit que les partisans de Sonko sont plus nombreux. C'est sûr. Et Sonko a déjà décliné sa candidature. Et le cas de Sonko aussi peut poser problème avec le procès tout à fait. En cours. En cours, oui. En fait. Donc, pas en cours, mais qui va se tenir prochainement. Oui, très prochainement, oui. Donc, vous voyez, il y a plusieurs éléments qu'il faut maîtriser pour quand même donner une suite quand même à l'Assemblée nationale. À ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Je sais que l'attente des Sénégalais est énorme, honorable aussi, là aussi. Moi, je vais vous surprendre. Oui. Au regard de ce que je vois, je dis qu'on va aller vers des surprises. La 14e législature ne va pas être une exception, ne sera pas une exception. Parce qu'en fait, être une exception veut dire quoi? C'est pas le fait de venir attaquer les ministres. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le minimum pour un député. Mais le travail se fait ailleurs. C'est vrai. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, je l'ai dit un jour, je me rappelle récemment, je crois que c'était sur un de mes posts. Tout à fait. Au niveau de ma page Facebook. Oui, tout à fait. Je disais que il faudrait nécessairement qu'il y ait des rapports sains entre les différentes composantes de l'Assemblée nationale. Tout à fait, oui, tout à fait. En termes de groupe, je dis. Oui, je vois. Parce que si les députés n'entretiennent pas des rapports cordiaux, mais comment ils vont arriver à avoir un consensus par rapport à certaines certaines propositions? C'est pas possible. C'est pas possible, oui, tout à fait. Aujourd'hui, je te donne un cas. Aujourd'hui, Pape Djibril Fall peut avoir une excellente idée. Oui, tout à fait. Mais pour la faire passer, il est obligé de travailler avec les autres composants. C'est une obligation, hein. Oui. Sinon, parce que la validation passe par le système du vote. Oui. C'est une obligation aussi. Mais quand je vois les Guy Marius Sagna et les autres là se comporter d'une certaine manière, je me pose des questions. Ces gens-là, il faudrait qu'ils sachent que maintenant, ils ne sont plus comment dirais-je, des militants, souvent des activistes qui sont hors de l'Assemblée nationale. Mais ce sont maintenant des autorités. Et aujourd'hui, quel que soit son talent, quel que soit sa bravoure, il est obligé de tendre la main à la majorité. Parce qu'il faudrait aussi tendre la main dans le sens que ce sont dans le sens de la collégialité. Ce sont des collègues. C'est pas pour rien on dit que les gens disent chers collègues. Ce mot-là a un sens dans le dispositif de l'Assemblée nationale. Donc je crois que aujourd'hui, il faudrait que les gens disent la vérité aux Sénégalais. Et qu'ils disent qu'un gars comme Guy Marius peut dire aux Sénégalais, à ses partisans, que demain quand vous me verrez avec un Abdou Mbow, être autour d'une table,
Ne vous soyez pas surpris. Nous sommes des collègues et nous sommes tenus de travailler la main dans la main. D'accord. Et majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui, c'est clair. Ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte dans la manière de pratiquer. Maintenant, s'ils agissent autrement, maintenant, on verra. Oui. Alors, oui, et on a très rapidement, nous attendons également l'élection ou la nomination. Voilà le mot qu'il faut, la nomination du Premier ministre qui tarde à se concrétiser justement. Comment vous l'expliquez, honorable? Oui, vous savez que dans la Constitution... Et ce poste est-il indispensable justement pour... Ah oui, il est très indispensable. Il est très indispensable. Mais je voudrais tout simplement rappeler qu'il n'existe pas dans la Constitution une seule disposition qui fixe le délai de nomination d'un Premier ministre. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça. Donc je crois qu'il faudrait qu'on soit assez clair. D'accord. Et dans ce pays également, il faut que les gens reviennent à de meilleurs sentiments. Qu'ils sachent faire un distinguo entre le militantisme de parti et l'État central. C'est différent. Il faut qu'il y ait un respect. Il faut que les gens se documentent. Il faut que les gens aillent vers la bonne information. Si, par exemple, on met l'accent sur énormément de questions, alors que ce sont des questions qui peuvent être dépassées depuis belle lurette. Tout à fait. Un président, c'est vrai, les gens ont le droit de se poser des questions. Pourquoi cette lenteur dans la nomination? C'est ça. Ça pose problème. Maintenant, une de nos difficultés, c'est cette communication. Ah ouais, c'est sûr. Au niveau du palais présidentiel, ça donne pas, on pouvait trouver quand même un moyen d'expliquer aux Sénégalais tout à fait. Les raisons pour lesquelles le président tarde quand même à nommer un premier ministre. C'est l'un des problèmes fondamentaux, n'est-ce pas, de ce gouvernement qui parfois a un manque de communication ou alors dans la communication. Mais ça, c'est comment dirais-je, l'insuffisance majeure de la pratique au niveau de l'État. Oui, tout à fait. Parce que tu ne peux pas comprendre avec tout ce que le président a développé, avec tout ce que le président a fait, qu'on puisse quand même arriver à cette situation-là. On va aller très rapidement. Nous avons parlé maintenant de certaines structures, l'Assemblée nationale, les problèmes, n'est-ce pas, autour de l'entourage du président de la République. Honorable, les Sénégalais font face à des situations assez difficiles. La conjoncture est là, la cherté des denrées alimentaires. Vous avez vu récemment, aujourd'hui, les gourgoulous que nous sommes, les pères de famille, les familles n'arrivent même plus à assurer les 3 repas quotidiens, il faut le dire. Il suffit tout simplement de sortir un peu pour voir un peu dans certains quartiers populaires comment vous expliquez justement cette situation aujourd'hui et comment allons-nous faire pour sortir justement? D'abord, encore, c'est la communication qui revient. Vous savez, nous sommes dans un contexte mondial assez difficile. Allez aux États-Unis, allez en France, allez en Côte d'Ivoire, allez un peu partout, vous aurez les mêmes problèmes. Mais au Sénégal, ce qui se passe, il est assez particulier. L'État central, le gouvernement, disons, fixe des prix. Et les usagers, je ne dirais même pas, c'est ce qui pratiquent le commerce à tous les échelons, où tout passe ces directives et font tout ce qu'ils ont envie de faire. Alors, maintenant, pourquoi un tel comportement? Étant sénégalais, étant croyant de surcroît, pourquoi ces gens-là pratiquent ainsi? La deuxième interrogation, pourquoi cette passivité de l'État? Pourquoi l'État ne sévit pas? Pour expliquer aux Sénégalais? Non, ne sévit pas. Oui, ne sévit, d'accord, ok. Ne sévit pas. Oui. Ensuite, mais il faut une communication tout azimut, permanente. Et c'est là où un parti politique au pouvoir est important. Parce qu'aujourd'hui, si nous avions fait ce que nous avions à faire, aujourd'hui, le parti pouvait prendre le relais, investir les quartiers, investir certains milieux, dans l'optique d'expliquer, de sensibiliser les gens sur un retour aux fondamentaux. Oui. Mais donc, je dis que, et tout ça,
on constate que cela n'a pas été fait. En tout cas, donc la responsabilité, elle est globale. Oui. L'État a une part de responsabilité. Ceux qui pratiquent le commerce ont une part de responsabilité. Mais les usagers que nous sommes en tant que population également, nous avons une part de responsabilité. Quelle est la part de responsabilité des usagers dans tout ça? Les usagers, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez un produit qui, d'après la vérité des prix, ça coûte tant, et vous voyez que le commerçant a augmenté 25 ou bien 50 francs, mais il faut alerter. Cela risque d'amener des problèmes. Donc il y a une complicité. Est-ce qu'il n'appartient pas à l'État un peu de faire ça? Non, l'État a dit... Il y a le contrôle économique qui est là, il y a tous ces démembrements de l'État qui doivent justement s'impliquer. Mais est-ce que l'État a suffisamment quand même du personnel pour agir de la sorte? Effectivement aussi, on peut également faire appel aussi à un problème d'organisation. Parce que moi, je considère que les groupes organisés qui sont reconnus par l'État pouvaient être mis à contribution dans ce cadre-là. Par exemple, les ASC des quartiers. Hein? Les autres groupes organisés pouvaient être, sous forme de contrat, être amenés à jouer le rôle de je ne dirais pas de vigile, mais en tout cas le mot d'observateur, ou bien non, pas d'observateur, mais qui veille justement de veilleurs en quelque sorte. Justement. De veilleurs en quelque sorte. Tout à fait. Mais parce qu'en vérité aussi dans ce pays-là, on ne comprend pas. Nous sommes bientôt à 10 jours, 15 jours maximum du Magal du Touba. Vous verrez qu'il y aura une flambée des prix pour le transport. C'est comme si et ce sont des Sénégalais qui font ça. De chaque fête de Tabaski, effectivement. Et ce sont des Sénégalais qui font ça. Avec le transport, donc il y a la citoyenneté dans tout ça. D'accord. Ça, c'est vrai. Alors, donc, il est global. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut des mesures très fortes de l'État et qu'au niveau de la base, que les gens soient assez responsables. Que les fauteurs soient sanctionnés, identifiés et sanctionnés. Et également, et ça, pour ce faire, il faudrait également que les populations soient des avant-gardistes. D'accord. Si on règle ce problème-là, je crois qu'on peut arriver à un meilleur cadre et qui va nous permettre quand même de souffler un peu. Parce que la vie est très difficile présentement. Oui, d'accord. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez votre émission Entretien avec, qui reçoit l'honorable député, puisqu'il est ancien député, il s'appelle Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye, je le disais tantôt, on va parler d'Afrique, le continent qui nous est si cher, avec ses richesses, avec tout ce qu'elle dispose, donc cette Afrique, n'est-ce pas, comme ressources naturelles, minières, minéralières, comme on le dit. Malheureusement, la pauvreté est là. Nous allons parler sur une question bien essentielle, puisque vous avez été, n'est-ce pas, au Parlement africain. Aujourd'hui, les questions africaines, on va mettre le focus sur la paix et la sécurité, n'est-ce pas, au Sahel. Alors, une analyse justement sur cette situation qui sévit un peu au Sahel et qui a mis à genoux vraiment beaucoup de pays tels que le Mali, tels que le Niger, le Burkina, entre autres. Oui, je crois qu'il faut dire vrai. La solidarité africaine n'existe que par nos chefs d'État, que nos régimes. Mais au niveau des peuples, ça reste, non? Ça reste, il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de choses, oui, d'accord. Pourquoi vous le dites, hein? Non, parce que je ne veux pas en connaissance de cause. J'étais dans la première institution parlementaire d'Afrique, dont le siège se trouve à Johannesburg. C'est un parlement qui regroupe les 54 pays africains. D'accord. Et nous avons eu la chance de recevoir des éminents chefs d'État comme Thabo Mbeki, comme Jerry Rawlings et tant d'autres. D'accord. Et donc nous les avons écoutés, nous avons posé des questions avec lui et nous avons compris énormément de choses. Mais dans les faits également, nous avons également eu à visiter certains pays. Mais on se rend compte aussi au niveau des peuples, quand même qu'il y a du travail à faire. Parce que contrairement à ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, ce sont les peuples qui peuvent booster quand même le développement de l'Afrique. Et là, à partir de ce moment, les régimes, les gouvernements vont faire l'essentiel, c'est-à-dire que mettre en place les mécanismes, les instruments qu'il faut, et quand même essayer de participer quand même à son renforcement. Mais
Aujourd'hui, regardez, je te donne un petit exemple. Oui. Prenez le cas du sport. Quand vous voyez deux pays africains qui se rencontrent, ou bien même pas au niveau des équipes nationales, mais au niveau des clubs, vous voyez cette animosité-là qui existe. Qui existe, ouais. Et pourquoi? Et alors que le football est un... Mais vous ne verrez jamais ça au niveau en Europe ou aux États-Unis. Oui. Donc, être africain, c'est d'abord, c'est un comportement d'abord. C'est la tolérance. Parce qu'aujourd'hui, regardez, on n'arrive même pas à avoir une monnaie commune. Oui, tout à fait. Cela fait non, c'est parce que tout simplement, c'est au niveau des peuples où se trouve le problème. Et encore une fois de plus, ce n'est pas le fait d'investir les médias, de parler, d'utiliser un langage très dur, de dire certaines choses. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de parler aux Africains, de mettre d'arriver à ce que ces Africains-là ouvrent leurs yeux et comprennent que c'est dans la solidarité, que c'est dans, comment dirais-je là, c'est au niveau du rapprochement des peuples que nous allons arriver à déraciner l'arbre de nos mots. Oui, d'accord. Et sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Oui, alors vous parlez un peu donc la situation, dans la solution un peu au niveau des peuples, effectivement. Oui, mais aujourd'hui, la situation au Sahel, je sais qu'il y a plusieurs forces, même s'il y a eu le retrait, n'est-ce pas, des forces françaises, Barkhane, n'est-ce pas, au Mali, entre autres. Mais aujourd'hui, comment régler vraiment de manière définitive ce problème? Oui, c'est ce que je disais. Parce que, en fait, l'Occident ne vise que ses intérêts. Tout à fait. Et leur force, c'est qu'ils arrivent tout le temps à partir de ce qu'on appelle des dirigeants. Ils arrivent à s'imposer. C'est-à-dire qu'ils mettent en difficulté des groupes organisés différents. Et quand maintenant ces gens-là ne s'entendent pas, quand les gens-là se regardent en chien de France, mais naturellement, ils en profitent pour quand même semer la zizanie et profiter également de nos ressources naturelles. Tout à fait. Mais donc, c'est pourquoi je disais tantôt que le problème fondamental, c'est la question des peuples, du rapprochement des peuples. Quand les peuples sont suffisamment informés, quand ils comprennent l'enjeu, je crois qu'il serait difficile de les diviser. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Nous allons exploiter le pétrole dans moins d'1 an. Vous pensez que tous ces agissements que vous voyez de part et d'autre là, c'est gratuit? C'est pas gratuit. C'est parce que... Est-ce qu'il nous est arrivé une seule fois que les Sénégalais posent la question, pourquoi ces agissements-là? Pourquoi un jour on se réveille, on voit un gars qui ne comprend rien des mécanismes de l'État, poser un débat et en faire quand même, et faire du bruit, jusqu'à maintenant la presse se l'approprie. Mais c'est de n'importe quoi ce qu'on voit dans ce pays-là. Mais qu'est-ce qui, si vraiment c'est le Sénégal qui nous intéresse, qu'est-ce qui empêchait aux hommes du pouvoir ou bien aux gars de l'opposition, quelqu'un par exemple comme Ousmane Sonko, ou bien dire au président, Monsieur le Président, il faudrait qu'on se rencontre sur une question donnée. Tout à fait. Parce que c'est l'intérêt du Sénégal. Et demain, le président dit, Ousmane, Khalifa, j'ai besoin de vous. Venez, on va discuter. C'est tout à fait possible. Mais c'est ça la norme. Mais il y a des gens tapis dans l'ombre. Si même ces gens avaient cette volonté-là, ils vont leur dire, hey, attention. Attention. Il veut se jouer de toi. D'accord. Il faut refuser. Et voilà des éléments qu'il faut éradiquer dans nos dispositifs sociétals. D'accord. Et si on veut aller de l'avant, un parti politique, c'est une manière de voir, c'est une manière d'agir. Ce qui nous différencie de l'opposition, c'est la vision. Tout à fait. Mais nous sommes tous des Sénégalais. Donc nous devons créer des plages qui puissent nous permettre de dialoguer autour de l'essentiel. D'accord, merci. Alors, honorable, nous arrivons au terme de cet entretien. Je sais que déjà, vous, en bon talibé, Mouride, donc l'événement, vous le savez, c'est bientôt le grand Magal de Touba. Vous vous y préparez déjà? Ah oui. Moi, je suis un disciple de Seigne Touba. Et dans la famille de Seigne Touba, j'appartiens à la famille de Seigne Fallou. Ah d'accord, oui, ça va. Et de cette famille aussi, je suis
un disciple de Seigneur Modou Bousso Dieng, dont le fils, Seigneur Moutada Mbaké, se trouve être mon guide, qui est tout pour moi. Oui, c'est un père, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Et d'ailleurs, j'ai été même à un moment donné coordinateur de l'ensemble des daïras. Ah, bon. Tout à fait. Donc, je m'efforce d'être un talibé. Oui, c'est clair. C'est clair. Mon ambition, c'est d'être un talibé. Oui. Parce qu'un talibé, c'est vivre les valeurs. Un talibé, c'est vivre les valeurs. Tout à fait. Un talibé de Seigne Touba n'a pas le droit de se comporter d'une certaine manière. Ah ouais, quand même. Il faut vivre les valeurs. Il faut être quelqu'un d'humble. Il faut être quelqu'un qui a une écoute attentive. Il faut être quelqu'un qui aime travailler à la sueur de son front. Quelqu'un gagner sa vie du moins à la sueur de son front. Travailler dur et ne dépendre que de personne. C'est la philosophie mouride en tout cas. Ça, c'est la philosophie mouride. Oui. Et nous sommes ancrés. Et à chaque fois, chaque jour que j'ai fait, nous essayons quand même de nous améliorer. Tout à fait. En tout cas, on va se retrouver au camp Magal de Touba. Ça nous ferait un grand avec plaisir. Vraiment des bernets également. Ça nous ferait un plaisir de vous accueillir. De vous accueillir au domicile de Cheikh Moutada Mbaké Ibn Hamoudou Moustapha Fall. Ah oui, d'accord déjà. Oui. Il se trouve à Khaïra. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, honorable. Peut-être juste un dernier mot puisqu'on a terminé l'entretien. Oui, je vous remercie pour la pertinence des questions. Merci. Je crois que nous sommes débrouillés. Oui, tout à fait. Inch'Allah. Pour apporter le minimum d'éléments. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci. Et je prie également le bon Dieu qu'il vous accorde quand même, qu'il vous comble de ses bienfaits. Amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse l'ensemble des Sénégalais. Merci. Merci beaucoup, honorable. Merci. Alors, merci également à l'équipe technique qui m'a aidé pour la réalisation de cet entretien. Je rappelle que nous avions comme invité l'ancien parlementaire, M. Abdoulaye Ndiaye. Alors, avec lui, nous avons eu à décortiquer plusieurs questions, d'accord, de l'actualité nationale, mais aussi internationale, et surtout en Afrique, puisque je le disais tantôt, c'est également quelqu'un qui connaît bien le continent africain pour avoir été membre du Parlement africain. Et on va se donner rendez-vous très prochainement.